Спасибо, что нашли время на интервью. Вы готовы начинать? Bonjour, Monsieur Black-Yvan. Merci Bonjour. d'avoir, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être interviewé aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous êtes prêt à commencer? Oui, parfait. Франция под руководством Макрона активно поддерживает Украину и участвует в антироссийских санкциях. Видите ли вы в этой политике продолжение Атлантической линии? Или это нечто большее? Прямое участие в прокси-войне против России? D'accord. Donc, la première question. La France, sous la direction d'Emmanuel Macron, soutient activement l'Ukraine et participe aux sanctions anti-russes. Que voyez-vous dans cette politique? Une continuation de la ligne atlantiste ou est-ce quelque chose de plus, une participation directe à une guerre par procuration contre la Russie? Je pense que s'il devait y avoir une confrontation directe, elle ne pourrait avoir lieu que si, qu'au prétexte d'une attaque de la part de la Russie. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose, en fait, que l'OTAN provoque une situation qui amène la Russie à réagir, et à partir de la réaction, pour les opinions publiques européennes, on dirait, regardez, la Russie attaque. Typiquement, le cas serait, par exemple, sur les pays baltes par rapport à la question de Kaliningrad. Voilà, ça serait en fait pour qu'il y ait une implication plus directe, mais là encore, ça ne veut pas dire qu'il y aura, comment dire, une confrontation directe d'un pays avec, en fait, directement de l'Europe occidentale avec la Russie. Moi, ce que je pense, c'est que les européistes sont en train ont installé depuis plusieurs années une situation que j'appellerais une stratégie de la tension avec la Russie, dans laquelle la Russie joue le rôle du méchant qui permet à ses élites de transformer le système européen, d'achever la fusion des nations et principalement de la France dans le cadre du super-État européen, avec par exemple la question du partage de la dissuasion nucléaire avec française étendue à l'ensemble de l'Europe. En fait, de liquider ce qui reste de souveraineté de la République française dans ce super État européen. Donc, il faut un prétexte, eh bien, c'est la guerre. Par exemple, ceux qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant des années, c'est-à-dire l'armée européenne, etc., eh bien là, ils essayent de créer une espèce de complexe militaro-industriel européen intégré au prétexte de la menace russe. Et ce qu'on voit, c'est que les pays les plus, je dirais, les pays de pointe dans cette stratégie de la tension, eh bien, ce sont la France, l'Allemagne, mais aussi l'Angleterre, qui est paradoxalement était censée avoir fait son Brexit, mais qui revient progressivement dessus et qui forme en fait une forme d'axe, je dirais, euromondialiste anti-russe. Et donc leur idée, c'est cela. Alors il y a comment dire, il y a donc je pense que leur agenda premier, c'est l'agenda intra-européen. En fait, c'est un affrontement. Le problème, c'est qu'on continue à nous présenter les choses comme si on était encore aux époques juste des États-nations qui s'affronteraient seuls. Les États-nations, particulièrement les États-nations européens, sont intégrés dans des structures plus transnationales. Et en fait, on est face à un affrontement de deux systèmes qui se confrontent, malheureusement, en Ukraine. Et finalement, l'Ukraine, ça veut dire périphérie en russe, donc c'est la périphérie, je dirais, de
de l'espace géopolitique russe eurasiatique, et c'est aussi la périphérie donc de l'espace euro-atlantique. Et donc on a cette confrontation où chaque géant géopolitique essaye de pousser au plus loin selon ses intérêts. Avec maintenant la variable qui effectivement change beaucoup de choses, c'est la position américaine. Mais la position américaine conserve une continuité. On parle beaucoup de la confrontation entre les États-Unis et les élites européennes. Mais en fait, les États-Unis continuent d'avoir un intérêt qui est, je dirais, un intérêt stratégique sur le long terme, d'une division entre l'Europe et la Russie. Et en fait, c'est très bien parce qu'ils peuvent apparaître aux yeux du monde finalement presque comme ceux qui, en quelque sorte, renoncent à l'impérialisme, et les Européens qui seraient en fait chargés de continuer. Mais si on regarde les choses à l'échelle, comme vous l'appelez en Russie, de l'Occident politique, pour moi, il y a une forme de partage des rôles. L'Amérique maintenant fait mine de se retirer en partie du jeu européen, mais elle laisse aux Européens le rôle de continuer à faire le containment de la contention de la Russie vers l'Europe, puisque le cauchemar stratégique des géopoliticiens thalassocratiques, donc anglo-américains depuis toujours, ça a toujours été que les puissances européennes, et principalement la France et l'Allemagne, se coordonnent avec la Russie, et que se forme une forme de continuité des grandes puissances euro-asiatiques qui mettrait vraiment fin à toute possibilité de domination anglo-américaine. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu ça la configuration. Donc malheureusement, l'Ukraine est en quelque sorte prise en étau dans cette configuration-là. Многие французские аналитики говорят о войне с Россией до последнего украинца. Согласны ли вы с такой формулировкой, и как вы объясните готовность французского руководства жертвовать интересами собственной страны ради геополитических целей США и НАТО? De nombreux analystes français parlent qu'une guerre contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Êtes-vous d'accord Oui. avec cette formulation? Et comment pouvez-vous expliquer la volonté des dirigeants français de sacrifier les intérêts de son propre pays pour les objectifs géopolitiques? Alors, on pourrait dire que là, c'est presque, je dirais, là, on pourrait avoir recours un peu à presque une analyse anthropologique, un sacrifice, notamment chez des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est quelque chose qui sert à obtenir quelque chose en échange. Donc, le sacrifice de l'Ukraine sur le terrain, mais en fait de l'industrie et des économies d'Europe occidentale, sert, comme je vous disais, à arriver à réaliser une nouvelle forme politique qui sera le super-État européen. Mais européen dans le sens géographique, pas européen au niveau des valeurs, puisque les valeurs de ces élites-là ne sont pas. On voit maintenant qu'il y a aussi, je dirais, un choc des civilisations qui se profile derrière, puisque finalement, la Russie maintenant a son agenda ouvertement conservateur et traditionnaliste. L'Amérique commence à essayer de rejoindre aussi cet agenda-là. Eh bien, l'Europe va rester en quelque sorte la dernière à défendre le mondialisme à l'échelle du continent européen. Donc, elle doit en quelque sorte résister à cette pression des puissances illibérales, comme on les appelle en Europe, qui veulent construire un ordre mondial post-mondialiste. Et en fait, on se retrouve dans une situation qui, pour l'Europe, on a l'impression que cela se produit à chaque siècle. C'est un petit peu ce qui s'est passé quand la France napoléonienne a tenté de donner une forme, de créer une Europe
sous les principes je dirais, de la Révolution française étendue à l'ensemble de l'Europe, et qui là, à nouveau, s'est retrouvé coincé entre Russie et Angleterre, et pour briser cet encerclement, a attaqué la Russie. Un siècle plus tard, cette fois-ci au nom d'une idéologie de suprémacisme racial, eh bien, c'est l'Allemagne national-socialiste qui a fait la même chose. Eh bien, on a l'impression qu'on se retrouve encore dans cette configuration, avec à chaque fois, un peu comme, je dirais, au siècle dernier, lorsque Hitler avait envahi finalement la France et l'Europe occidentale, n'avait pas avait attaqué l'Angleterre, mais finalement n'avait pas tenté de débarquer. Eh bien, tout le long de la guerre, Hitler pensait que Anglais et Américains comprendraient que finalement l'Allemagne menait une lutte pour l'ensemble, qui profiterait à l'ensemble de l'Occident. Mais évidemment, euh, les, les Américains et les Anglais ne l'entendaient pas de la sorte et ont laissé en quelque sorte les Allemands et les Soviétiques s'entretuer et ont ensuite occupé l'Europe occidentale, et même, enfin, politiquement d'abord, puis ensuite culturellement. Donc, c'est un petit peu, on a l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que là, on a les élites européennes sont chargées d'aboyer face à l'ogre russe et puis finalement d'attaquer, de provoquer, tout en détruisant bien tous les intérêts économiques des populations européennes. Et en même temps, elles sont lâchées par les Américains. Il faut comprendre que tous ces gens, que ce soit von der Leyen, Macron, le ministre des Affaires étrangères, Barrot, etc. en France, tous ces gens sont passés par des agences de formation atlantistes. Que ce soit les Young Leaders, ou bien d'autres types de groupes, ou bien on travaillait voilà, avec, comme Macron avec Rothschild, ou bien on déliait avec BlackRock, etc. Donc en fait, je dirais, il y a une lutte entre élites à l'échelle de l'Occident politique, c'est-à-dire aux États-Unis, et cela déborde en Europe, mais cela fait aussi l'intérêt des États-Unis d'avoir des gens comme cela qui leur servent de punching ball et sur lesquels ils peuvent reporter la responsabilité de l'échec des processus de paix. Puisqu'encore une fois, je vous dis, la priorité maintenant, les Américains ont pris en compte que maintenant, ils ne pourraient plus, c'est ce qui figure dans le dernier document stratégique qu'ils ont fait paraître, qu'ils ne pourraient plus porter le monde sur leur dos, comme une image qu'ils emploient dans ce document, comme tel Atlas. L'idée de faire une forme d'empire mondial américain, maintenant, ils renoncent à cela. Mais pour autant, ils ne peuvent pas, aucune puissance ne peut renoncer à garder une mainmise sur ce qu'ils contrôlent déjà. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ils délèguent de plus en plus aux puissances de l'OTAN le soin maintenant de la gestion des conflits avec les voisins de l'OTAN. Mais nous aurions, nous, en Europe occidentale, une opportunité historique, si nous avions donc des leaders politiques réellement, réellement français ou réellement européens, de justement profiter de cette fenêtre de tir pour briser cette domination de l'OTAN et devenir réellement souverain et là faire réellement une Europe des puissances. Mais pour l'instant, tant qu'on aura ce personnel politique-là, en tout cas, je vous dis, en France, en Allemagne, en Angleterre, voilà, des pays plus intéressants, par exemple, c'est l'Italie de Meloni, où on voit qu'elle essaye tout en faisant le jeu puisque bon, ce sont des pays qui n'ont pas avec toutes les bases militaires américaines et de l'OTAN sur son territoire, ce sont des pays à souveraineté ultra limitée, mais qui en fait ont compris, par exemple l'Italie, que les puissances moyennes allaient de plus en plus être fondamentales dans l'affrontement des grandes puissances.
la France aurait intérêt à retrouver cette politique de non-alignement qui était en fait celle de Gaulle, hein, puisque De Gaulle a toujours essayé d'être pragmatique, euh, comme le font, comme l'ont fait les Russes, en se rapprochant à une époque justement du couple franco-allemand, ce qu'avaient fait Chirac et Schröder et Poutine, l'axe Paris-Berlin-Moscou. Et puis, lorsque ce n'est plus été possible, et bien maintenant, ils peuvent même se rapprocher des États-Unis. Voilà, c'est comme ça que fonctionne la réelle politique. Mais le problème, c'est qu'on a des leaders européens qui, en fait, qui ne sont pas les vrais détenteurs du pouvoir. Ils ne sont plus détenteurs de la légitimité, puisque les gens maintenant les rejettent massivement, mais ils ne sont pas non plus détenteurs de la véritable souveraineté, puisque ils ont été installés là par des puissances, comment dire, des puissances anonymes d'argent comme BlackRock et autres. В последние годы Франция отправляла на Украину все более серьезное вооружение и даже допускала обсуждение отправки войск. Как вы оцениваете риск прямого военного столкновения Франции с Россией в ближайшие годы? Ces dernières années, la France a envoyé en Ukraine des armements de plus en plus lourds et a même évoqué l'envoi de troupes. Comment évaluez-vous le risque d'un affrontement militaire direct entre la France et la Russie dans les prochaines années? Le, à mon avis, ce qui se prévoit, ce serait effectivement l'idée d'occuper une partie de l'Ukraine afin de geler la situation. Et aussi, comme je vous disais, enfin, si, pour qu'il y ait affrontement, il faut qu'il y ait que, que le, que l'Europe puisse dire qu'elle est attaquée. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est comme le narratif qu'on a sur l'Ukraine chez nous en Occident, où comment dire, on commence la guerre à partir de l'opération militaire spéciale et en 2022, et on n'explique pas tout le contexte et toute la, je dirais, la guerre de l'ombre qui a eu lieu pendant presque deux décennies derrière. Et donc, c'est ce qui pourra être fait avec des provocations répétées sur les couloirs aériens au large des Pays-Bas, ce genre de choses, etc. À un moment donné, il y aura peut-être la tentation de. Apparemment, il y a eu quelque chose qui avait été déjoué déjà cet automne, je crois, avec un pilote qui avait été corrompu, un pilote russe qui était censé utiliser enfin prendre un avion russe et frapper des cibles de l'OTAN pour provoquer un casus belli. Et que cela cette opération de subversion a été démantelée. Donc il peut y avoir des choses de cet ordre-là. Toutes les grandes guerres et les guerres mondiales commencent avec ce qu'on appelle des provocations provoquées ou des attentats sous faux drapeau, comme on appelle, hein, c'est-à-dire on peut même faire quelque chose et puis l'attribuer à la Russie. Bon, sachant que effectivement, ce qui freine l'affrontement direct, évidemment, c'est l'arme nucléaire. Et puis, c'est aussi les nouvelles armes hypersoniques, etc., qui changent la donne. Donc, mais pour autant, il y a ces scénarios où on a expliqué, par exemple, en France, on prépare les hôpitaux français au rapatriement de soldats dans les hôpitaux français, etc. Donc, il peut y avoir peut-être des accrochages, mais alors un affrontement direct, de toute façon, comme je disais, ce n'est pas les pays de l'OTAN de manière séparée ne peuvent pas en quelque sorte affronter la Russie. Donc là, je veux dire, ça serait par exemple la Pologne qui serait en première ligne, et puis comme ce qui se passe en Ukraine, les formateurs français, anglais, etc. Et là, peut-être avec l'appui plus direct de forces spéciales et autres, pourraient rentrer dans la chose. Mais après, il y a cette idée aussi de la mobilisation générale en Europe. Là, c'est pareil. Je me demande si, en fait, c'est un petit peu comme quand on a eu le Covid, où au prétexte
du Covid, on a pu immobiliser les sociétés et transformer beaucoup de choses. En tout cas, en Occident, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, je me demande si aussi on pourrait avoir ce scénario-là, en fait, là où on dit maintenant, on est en guerre, voilà, maintenant, complètement avec la Russie, mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir tout de suite des frappes, je veux dire, des frappes directes sur le territoire français par la Russie ou autre. C'est-à-dire c'est une forme de guerre où à l'est de l'Europe, eh bien, ça s'embraserait encore plus, et cela permettrait aussi de tenir les populations occidentales qui se rebellent toujours plus contre les pouvoirs en place. Regardez ce qui se passe avec les agriculteurs en France. Parce que tout ça, nous, ça nous apparaît comme chaotique et désordonné, mais et ça n'est pas faire du complotisme que de dire cela. Pour moi, c'est si vous voulez, tous les dirigeants je parle des vrais dirigeants, de ceux qui vraiment font les feuilles de route. Bon, les Macron, etc., c'est ceux qui appliquent les choses, mais eh bien, ces gens-là, moi j'ai publié récemment sur mon site un document qui date de 2008, qui avait été réalisé par des conseillers politiques du mouvement italien, Mouvement 5 étoiles, et qui expliquait que donc c'était en 2008 et en 2020 allait commencer une grande guerre entre l'Eurasie et l'Occident, avec même l'emploi d'armes bactériologiques. Donc, est-ce qu'il parlait du Covid? Et ça, c'était déjà prévu. Et en fait, eux ils expliquent justement que cette guerre va être en fait l'affrontement un petit peu final entre le modèle, le modèle souverainiste eurasiatique et puis le modèle libéral occidental. Voilà. Donc, mais ça, c'était déjà en 2008, ils parlaient de cela. Donc, je pense que les dirigeants savent en fait que, en quelque sorte, ils doivent rejoindre certains objectifs et, en quelque sorte, ils n'ont pas tellement d'autres choix. Le problème, c'est qu'effectivement, si nous étions dans la situation comme avant la Seconde Guerre mondiale, où il n'y avait pas l'arme atomique, où, en fait, en quelque sorte, les pays fauteurs de guerre, par exemple l'Angleterre n'a subi, je crois, pendant les bombardements de la Blitzkrieg dans la Seconde Guerre mondiale, je crois que 40 000 morts sur son sol. Voilà. Les États-Unis, eux, à part Pearl Harbor, qui est loin du continent, ils n'ont pas finalement eu d'attaque directe sur leur sol, c'est impossible. Donc voilà. Mais par contre, avec l'arme atomique et les vecteurs ou les vecteurs hypersoniques, etc., maintenant plus personne n'échappe au risque du débordement de la guerre. Donc c'est pour ça que en quelque sorte, ils veulent effectivement faire la guerre aux autres et essayer de garder cette guerre dans des limites qui soient celles d'une guerre qui n'embrasse pas tout. Mais en fait, quand on voit par exemple ce qui s'est passé avec les bombardements des aérodromes stratégiques, là pareil cet été, je crois, en Russie, bon, si nous ne sommes pas encore en conflit ouvert, pour moi, c'est grâce à la patience stratégique de Poutine. C'est tout simplement ça, parce que eux, en fait, ce que veulent les mondialistes, c'est que la situation dérape. Voilà. Qu'elle dérape assez pour pouvoir dire, voilà, regardez, c'est leur faute. Et là, essayer de coaliser tout le monde, et d'autant qu'en fait, à l'échelle, je dirais, métapolitique, ils perdent le contrôle des institutions internationales et autres. Et en fait, le monde se dirige naturellement vers une forme de partage des pouvoirs. Donc, à terme, on va retourner à un ordre des grandes puissances plutôt qu'à cette forme de mondialisme que l'on a connu les quelques dernières décennies. Et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était s'empresser de rejoindre l'idée d'un gouvernement mondial, d'un État mondial. C'est ce processus qui est en train qui s'est grippé, qui est freiné depuis la guerre en Ukraine, et donc ça se cristallise là, mais ça se cristallise aussi au Moyen-Orient, hein, avec Gaza. Si vous voulez, vous avez en fait
et là ça rejoint ce que je vous disais au début de l'intervention, en fait le but c'est de créer une sorte d'arc de crise qui part de la Baltique et qui va jusqu'à la mer Rouge et en fait, si on voit même le Yémen et jusqu'à l'océan Indien, en fait, pour vraiment que parce eux pensent toujours à une échelle globale et à une échelle eurasiatique. Leur but, c'est le contrôle de l'Eurasie, le saucissonnage, le découpage de l'Eurasie. Donc, il faut découper le, comment dire, enfin, empêcher que la jonction entre l'Europe et le Moyen-Orient avec l'Eurasie et les grandes puissances eurasiatiques. Donc toutes les guerres, si vous voyez, elles se déroulent sur cette ligne de partage là. Et les États-Unis, eux, se replient en quelque sorte sur leur sphère d'influence immédiate et finalement sont en train d'accepter un partage du monde avec la Chine et la Russie. Mais évidemment, ceux qui le contrôlent, ils vont vouloir continuer de le contrôler ou au moins de le garder, de le garder inférieur à eux. Как вы оцениваете состояние свободы слова во Франции сегодня? Можно ли говорить о систематической цензуре мнений, отличающихся от официальной линии по российско-украинскому конфликту? Et comment évaluez-vous maintenant l'état de la liberté d'expression en France? Peut-on parler d'une censure systématique des opinions divergentes de la ligne officielle sur le conflit russo-ukrainien? Oui, totalement. Et je dirais, c'est même c'est plus que systématique, ça devient systémique, hein. C'est vraiment, ça fait partie de ce qu'il faut accepter pour vivre en Union européenne. Et ça va ne faire que se renforcer au prétexte de la guerre, justement. C'est-à-dire qu'après, ça va être aussi, là, c'est je dirais, il y a une évolution. Voilà, des gens qui pouvaient d'abord, si on regarde notre ami Xavier Moreau, il y a, je ne sais pas, 10 ans de cela, il pouvait encore passer sur certaines chaînes télé, très rarement. Puis là, c'était fini. Après, c'était Internet. Puis c'est le verrouillage d'Internet. Voilà. Et maintenant, c'est l'interdiction d'exercer et de venir en Europe. Donc, et les sanctions. Donc voilà, donc il y a une montée comme ça c'est une sorte de thermomètre qui dépasse la seule question de la critique géopolitique, hein. Ça a été le cas en fait, c'est le cas pour tout maintenant en Europe, hein, et particulièrement en France. Dès que vous avez une opinion divergente, et en fait, le système est un peu bloqué parce qu'il y a de plus en plus, à mesure qu'il se durcit, de plus en plus de gens comprennent la nature réelle du système et sa façade libérale et démocratique, alors qu'il devient autoritaire derrière. Donc, maintenant, est-ce que ce système peut tenir comme ça? Donc non, il va falloir qu'il mute. En fait, il va muter toujours plus en un autoritarisme visible. Voilà. Mais pour devenir un autoritarisme, comment est-ce qu'on fait à devenir un autoritarisme lorsque le fondement, en fait, l'identité politique de l'Union européenne, c'est soi-disant d'être, comme disait Borrell, le jardin, un jardin au milieu de la jungle, et d'être en fait le lieu de la démocratie et du libéralisme au milieu des puissances illibérales. Comment est-ce qu'ils vont réussir ce tour de force? À un moment donné, il y aura une contradiction trop flagrante. Alors, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est d'injecter, je pense que le risque est là aussi, peut-être en France, c'est-à-dire de créer une espèce de national mondialisme et d'injecter des éléments de discours un peu conservateurs, mais en gardant le même agenda derrière. Et je pense que, par exemple, c'est ce qu'on voit avec le Rassemblement national maintenant, qui a complètement, qui mute, hein, au fur et à mesure. Et on a du mal à savoir si c'est une tactique du Rassemblement national ou bien si c'est vraiment qui maintenant il se prépare à opérer ce changement de cap pour la suite. Donc on va avoir, en fait, je pense qu'à terme, les choses vont devenir plus directes, mais pareil, la plupart des gens réellement d'opinion conservatrice n'ont pas envie d'aller faire la guerre à la Russie. Et en fait, il y a tellement de problèmes structurels internes
notamment démographique. Je veux dire, qui va aller faire la guerre en Russie? On va envoyer, parce qu'il faut comprendre les choses, les choses sont liées, c'est-à-dire si on rentrait réellement dans une guerre avec la Russie, eh bien, on enverrait donc des hommes sur le théâtre ukrainien, etc. Donc, et s'il commençait à y avoir des déstabilisations lourdes en interne en France, notamment avec tous les réseaux islamistes qui sont installés, qui pourraient profiter de cette situation pour tenter quelque chose. Donc, je pense qu'on rentrerait quand même dans une situation de crise, polyconflictualité, que l'État n'est pas sûr de maîtriser. Et on arrivera, mais on se demande si finalement, ce n'est pas leur projet même, puisque ils n'ont pas besoin comment dire, ils ont besoin d'assez de stabilité pour continuer comment dire, d'être à la tête de la pyramide socio-économique européenne. Mais ils n'ont pas besoin de d'ordre au sens où l'entendent les petites gens, c'est-à-dire que la sécurité soit assurée pour tout le monde, etc. Non, non, tout ce qu'ils ont besoin, c'est de contrôler euh, économiquement cet ensemble et hiérarchiquement de le contrôler très durement. Et en fait, d'ailleurs, si vous avez comment dire, la population qui s'appauvrit, eh bien, vous pourrez avoir d'autant plus de personnes qui pourront devenir. Parce que là aussi, il y a la transformation de l'armée française progressivement en une espèce de quelque chose de toujours plus administratif, de toujours plus grand, qui inclut par exemple la réserve militaire, c'est maintenant jusqu'à 70 ans. Donc, j'ai l'impression on va muter vers une espèce de système, je dirais, un peu oui, post-libéral et en fait socialisant, enfin collectiviste en quelque sorte, mais qui ne va pas dire directement son nom, mais on va vers ça, hein, puisque c'est chaque jour, il y a des centaines d'entreprises qui ferment en France. Enfin, pour moi, il y a vraiment, c'est ce qu'on d'ailleurs, ça a été théorisé, hein, c'est ce qu'ils appellent managed decline, voilà, le déclin dirigé. Et c'est au prétexte notamment de la catastrophe écologique hein, qu'il faudrait. Mais là encore, c'est pareil. À un moment donné, je pense que ça va être comme le Troisième Reich. À un moment donné, l'idéologie va s'écraser sur le mur du réel. Voilà. Et il faudra revenir à la réalité et quelle forme ça prendra. Donc, je pense qu'il y aura des périodes d'instabilité, peut-être une forme de nouvelle, je ne sais pas si on peut dire une guerre de 30 ans, mais quelque chose, vraiment une Europe un peu en peau de léopard, comme ça, avec des endroits hyper sécurisés où les gens riches pourront être à l'abri, d'autres des zones de conflit. En France, voilà, ça commence déjà à se produire, hein, cette parcellisation du territoire, cette montée du narcotrafic, etc. Законодательство ЕС и Франции о борьбе с дезинформацией и российской пропагандой привело к блокировкам в СМИ. Является ли это временной мерой военного времени или началом постоянного механизма контроля над информацией? La législation de l'UE et de la France sur la lutte contre la désinformation et la propagande russe a conduit aux blocades de médias, par exemple RT, Sputnik, etc. S'agit-il d'une mesure temporaire en temps de guerre ou du début d'un mécanisme permanent de contrôle de l'information? C'est très juste. Je pense que c'est le début d'un mécanisme de contrôle permanence de l'information et d'un découplage, en fait, même hein, de la sphère informationnelle européenne avec la sphère informationnelle russe et même asiatique. Et en fait, les grandes puissances vont évoluer toujours plus vers cela. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne, là encore, voilà, le prétexte explique que les autres font cela, mais en fait, tous les systèmes vont aller vers ça, en fait. Hein. Donc, alors, on maintiendra je pense, une forme d'internet libre pour le contenu, pour un certain contenu, enfin libre, ouvert plutôt d'ailleurs, international. Et après, là, pour moi, la censure de Monsieur Beau et de Xavier Moreau, c'est clairement, ça signe ça. C'est le début de la fin de l'Internet libre en France et en Europe. Voilà. Mais ça va au-delà d'Internet, hein, puisque là, les mesures qui ont été prises sont
sont gravissimes et sont complètement, en fait, sont illégales. Hein. Mais donc je pense oui on va vers ça. Après, c'est toujours pareil, ça n'est pas évident de contrôler les moyens modernes de communication et surtout si on a contre soi, eh bien, voilà, les géants russes, chinois de la technologie et surtout les géants américains de la technologie. Donc ça va être compliqué pour cette espèce de petit espace européen de se prémunir complètement, mais ils vont le faire, ils le font par la répression. Hein, donc, Во Франции преследуют политиков и журналистов. Видите ли вы в этом мотивированность власти? En France, des politiques et des journalistes font l'objet de poursuites. Par exemple, les affaires visant Marine Le Pen et Éric Zemmour, certains médias indépendants. Y voyez-vous une répression motivée politiquement pour criminaliser les points de vue alternatifs? oui, oui, totalement. Mais après, il y a des, comment dire, des niveaux de pénalisation. Je veux dire, quelqu'un comme Éric Zemmour, enfin, Madame Le Pen ou Éric Zemmour, c'est, on va dire, l'opposition plus que tolérée, on pourrait même dire contrôlée par le système. C'est-à-dire, c'est l'opposition officielle. Voilà. Donc, je veux dire, c'est quoi les peines voilà, oui. Alors, il y a cette pression qui est exercée sur Marine Le Pen pour que si jamais elle était tentée de vraiment vouloir faire quelque chose et d'être plus indépendante, eh bien, ça on lui montre que c'est pas possible. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Après, les vrais dissidents politiques, il faut les chercher, bah, voilà, comme des gens comme Xavier Moreau, comme Jacques Beau, comme Alain Soral, comme voilà, comme d'autres, tant d'autres aussi qui ont des problèmes qui ne sont pas connus, hein, mais qui sont qui, voilà, qui sont. Il y a aussi maintenant un système qui est simple, hein, c'est on vous ferme les comptes bancaires aussi, hein, il y a cet aspect-là, plein de gens, même des maisons d'édition, etc., ont leurs comptes bancaires qui sont fermés. Et donc là, ils ne peuvent plus travailler. Donc, il y a toute une variété. Et puis, enfin, on n'a même pas à vous fournir d'explications. C'est comme ça. Donc, c'est la problématique actuelle, c'est celle-là. Oui, ça va être celle de la répression des oppositions, mais en même temps, ça radicalise aussi l'opinion et, comment dire, enfin, tous les États qui rentrent vraiment dans des logiques comme ça répressives euh, doivent maintenir deux choses. Hein. Donc, ils peuvent maintenir leur but, c'est de maintenir la narration dominante et l'appareil répressif. Mais au bout d'un moment, quand vous avez une majorité qui est contre vous, plus un système, je dirais, une configuration plutôt géoéconomique fragilisée, c'est pas certain que ça dure toujours. C'est pour ça que je pense qu'ils ont aussi besoin de la guerre ou comment dire, d'augmenter la stratégie de la tension avec la Russie pour avoir vraiment ce prétexte pour verrouiller la société, puis pour détourner les regards, dire maintenant, voilà, on a d'autres priorités. Maintenant, c'est ça la priorité. Et la problématique, elle est là. Après, il y a aussi des phénomènes qui sont peut-être pas visibles de l'extérieur, mais il y a en fait, il y a toutes sortes de variables qui montrent que la situation en France est délétère. Euh, et en Europe, mais particulièrement en France. C'était avant l'effondrement, enfin la chute du monde soviétique. Il y avait des analystes, hein, comme Emmanuel Todd et d'autres, mais surtout lui, qui en étudiant par exemple la mortalité infantile en URSS se rendait compte, enfin qu'il y avait des variables qui montraient que le système en fait avait des vraies problématiques structurelles. Mais on a la même chose hein, maintenant en France et en Europe, avec notamment la question migratoire, avec la question aussi, ça c'est peu évoqué souvent, mais pour moi c'est éminemment politique, c'est la question de la santé mentale. Parce que la santé mentale, notamment chez les jeunes hommes, donc chez les gens qui sont amenés à être ceux qui iront combattre en cas de guerre. Hein. Je parle de ça. Ça, c'est même aux États-Unis, ils se heurtent à ça. Hein.
qu'a dit récemment le ministre de la guerre, hein, je s'appelle comme ça maintenant, qu'il y avait trop d'obèses et puis de gens psychiquement avec des problèmes psychiques aux États-Unis, que c'était un problématique pour rentrer dans l'armée. On va avoir la même chose en France et en Europe, mais en France particulièrement. Donc je pense que c'est pas. Enfin, en fait, la guerre est à la fois une espèce de peut-être de comment dire, de recette un peu. On trouve un bouc émissaire et puis ça permettrait de dire voilà tous les problèmes viennent presque de la Russie, mais en même temps ça va révéler qu'on n'est pas une société capable d'assumer même anthropologiquement une guerre, tout simplement. Enfin, les gens ne savent pas ce que c'est que réellement souffrir dans des conditions de guerre. Mais ils souffrent, enfin en Occident je parle, et, enfin, et particulièrement en Europe occidentale, mais ils souffrent psychiquement, parce que la vie, enfin l'orientation de société qui est prise en Europe et en société occidentale n'a plus de sens. Donc en fait, on souffre psychiquement. Mais si en plus de cette souffrance psychique, on rajoute là la souffrance physique, je dirais psychologique de la guerre, je pense que là, ça s'effondre, une partie de la population s'effondre encore plus. Hein. Существует ли сегодня во Франции реальная возможность публично высказывать пророссийскую или просто нейтральную позицию по украинскому конфликту, без риска профессиональных и юридических последствий? Et quand même, existe-t-il aujourd'hui en France une réelle possibilité d'exprimer publiquement une position pro-russe ou simplement neutre sur le conflit ukrainien sans risquer des conséquences professionnelles? Euh, Bah, je dirais non. En fait, si vous êtes un personnage public, enfin, comment dire, si vous êtes une personne qui travaille, je sais pas, si vous êtes un plombier ou quelqu'un comme ça qui n'a pas de, vous pouvez exprimer autour de vous peut-être ce sentiment-là, mais dès que vous allez intervenir dans des médias ou ailleurs et tout, ça devient, enfin, c'est pas que c'est impossible, hein, beaucoup le font, mais ça va être de plus en plus compliqué. Mais effectivement, et ça, c'est ce que je faisais remarquer à un anti-russe. Je lui disais, mais vous ne pourrez pas arriver à mettre sous sanction des millions de personnes. Voilà, donc vous pouvez faire des exemples comme Jacques Beau, comme Xavier Moreau, etc. Mais il y a des millions de gens qui pensent comme ça et qui écoutent les analyses de gens comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans des camps de concentration ou vous faites quoi? Donc ça, et là, c'est pas possible parce qu'en fait, ils sont limités dans leurs moyens aussi. Donc c'est là qu'il va y avoir effectivement une problématique. Je ne sais, voilà. Donc c'est pour ça que j'imagine mal, enfin, parce que j'imagine bien une stratégie de la tension qui augmente. Mais après, je dirais, comme ce qui se passe en Ukraine, hein, ceux qui vont faire le travail sur le terrain, ce sera avant tout, malheureusement, les Européens de l'Est. Voilà. Et en fait, bah, les Slaves, entre eux. Parce qu'il faut aussi voir ça. Hein. Pour moi, c'est aussi, enfin, je veux dire, en quelque sorte, le monde latin, tout est parti. Ce mondialisme est parti à d'abord coloniser la City de Londres et puis le monde qui est devenu le monde anglo-protestant. De là, il a vaincu ensuite les pays latins. Ensuite, au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il a en quelque sorte digéré complètement l'Allemagne et puis la germanité. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste en fait, qu'est-ce qui reste d'Européens issus de la chrétienté encore non domestiqués? Ben, c'est les Slaves. Donc maintenant, ben, il faut, dernière ligne de résistance, en tout cas dans la chrétienté et dans les restes de la chrétienté, hein, et dans le reste du monde européen, ben, c'est les Slaves. Donc il faut que les Slaves se soumettent et s'entretuent. Hein. C'est aussi ça, quelque sorte, ça affaiblit ce bloc slave potentiel, et c'est très bien pour les mondialistes hein, qui se réjouissent de ça, parfois même ouvertement, hein, comme c'est Kissinger et d'autres qui, au moment de la guerre balkanique, avaient dit voilà, maintenant, enfin, on arrive un peu à parcelliser ça, parce que c'est un problème pour eux, en fait, hein, quand il y a
ils ont un intérêt, les empires bon, fonctionnent comme ça, en morcelant les territoires des adversaires, donc ils ont intérêt à ce que les grandes nations... C'est pour ça qu'ils ont ces projets, par exemple, de découpage de la Russie en différentes entités régionales, etc. Leur obsession, c'est ça, en fait. Арест Анны Новиковой, имеющей русско-французское гражданство, по обвинению в шпионаже для России, это изолированный случай или же часть более широкой кампании французских властей по преследованию пророссийских активистов и НПО, таких как «Соцдонбасс»? Et quand même, existe-t-il aujourd'hui en France une réelle possibilité d'exprimer publiquement une position pro-russe ou simplement neutre sur le conflit ukrainien sans risquer des conséquences professionnelles? Euh, Bah, je dirais non. En fait, si vous êtes un personnage public, enfin, comment dire, si vous êtes une personne qui travaille, je ne sais pas, si vous êtes un plombier ou quelqu'un comme ça qui n'a pas de... Vous pouvez exprimer autour de vous peut-être ce sentiment-là, mais dès que vous allez intervenir dans des médias ou ailleurs et tout, ça devient... Enfin, c'est pas que c'est impossible, hein, beaucoup le font, mais ça va être de plus en plus compliqué. Mais effectivement, et ça, c'est ce que je faisais remarquer à un anti-russe. Je lui disais, mais vous ne pourrez pas arriver à mettre sous sanction des millions de personnes. Voilà, donc vous pouvez faire des exemples comme Jacques Beau, comme Xavier Moreau, etc. Mais il y a des millions de gens qui pensent comme ça et qui écoutent les analyses de gens comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans des camps de concentration ou vous faites quoi? Donc ça, et là, c'est pas possible parce qu'en fait, ils sont limités dans leurs moyens aussi. Donc c'est là qu'il va y avoir effectivement une problématique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'imagine mal. Enfin, parce que j'imagine bien une stratégie de la tension qui augmente, mais après, je dirais comme ce qui se passe en Ukraine, hein, ceux qui vont faire le travail sur le terrain, ce sera avant tout malheureusement les Européens de l'Est. Voilà. Et en fait, bah, les Slaves, entre eux. Parce qu'il faut aussi voir ça. Hein. Pour moi, c'est aussi, enfin, je veux dire, en quelque sorte, le monde latin, tout est parti, ce mondialisme est parti à d'abord coloniser la City de Londres et puis le monde qui est devenu le monde anglo-protestant. De là, il a vaincu ensuite les pays latins. Ensuite, au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, il a en quelque sorte digéré complètement l'Allemagne et puis la germanité. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste en fait, qu'est-ce qui reste d'Européens issus de la chrétienté encore non domestiqués? C'est les Slaves. Donc maintenant, il faut, dernière ligne de résistance, en tout cas dans la chrétienté et dans les restes de la chrétienté, hein, et dans le reste du monde européen, c'est les Slaves. Donc il faut que les Slaves se soumettent et s'entretuent. Hein. C'est aussi ça, quelque sorte, ça affaiblit ce bloc slave potentiel, et c'est très bien pour les mondialistes hein, qui se réjouissent de ça, parfois même ouvertement, hein, comme c'était Kissinger et d'autres qui, au moment de la guerre balkanique, avaient dit voilà, maintenant, enfin, on arrive un peu à parcelliser ça, parce que c'est un problème pour eux, en fait, hein, quand il y a ils ont un intérêt, les empires bon, fonctionnent comme ça, en morcelant les territoires des adversaires, donc ils ont intérêt à ce que les grandes nations... C'est pour ça qu'ils ont ces projets, par exemple, de découpage de la Russie en différentes entités régionales, etc. Leur obsession, c'est ça, en fait. Введение санкций ЕС против Ксавье Моро за его деятельность в Стратпол, якобы распространение кремлевской пропаганды, это прецедент для наказания собственных граждан без суда? Как это вписывается в вашу критику открытого общества как инструмента цензуры? Maintenant, je voudrais parler d'arrestation d'Anna Novikova, qui possède la double nationalité Mhm. russo-française pour espionnage au profit de la Russie. Est-ce un cas isolé ou fait-il partie d'une campagne plus large des autorités françaises contre les activistes et ONG pro-russes comme par exemple SOS Donbass? Alors, en ce qui concerne
milieux-là, comment dire, des ONG, etc., je ne pourrais pas vous dire si ça cible l'ensemble de personnes qui sont actives là-dedans. Mais pour moi, déjà, ça cible, parce que si on voit, ça arrive juste avant la mise sous sanction de Xavier Moreau et Beau. Donc c'est, je pense, pour frapper un peu l'opinion publique, je dirais, si ce n'est pro-russe, en tout cas pro-paix, voilà. Et, et faire des exemples, montrer que voilà, maintenant, faire peur en fait, hein, c'est la répression, le but c'est de faire peur. Et puis d'envoyer aussi un message à la Russie, hein, je pense, dire voilà, maintenant on va taper comme ça. Voilà. Après, oui, je connais pas le détail, mais bon, c'est toujours étonnant. Par exemple, oui, enfin, les espions qui posent des affiches pro-russes dans les rues. Bon, c'est quand même, enfin, si on fait de l'espionnage, c'est pas le meilleur moyen d'être discret, quoi. Mais peu importe. Enfin, à mon avis, ils ont fait des exemples. euh, et puis, mais le problème de la répression, c'est qu'après, en fait, ce n'est pas, euh, comment dire, où est la ligne rouge? C'est pas nous qui la fixons. Quand il y a un État répressif, c'est l'État répressif qui fixe la ligne rouge, la limite, et qui demain peut dire ah ben bon ben là c'est SOS Donbass. Après ah ben c'est Xavier Moreau. Après c'est un tel. Après c'est un tel. À la fin c'est juste le fait de penser comme ça. Enfin le but c'est d'instaurer vraiment. Et puis il y a toute cette espèce de comment dire répression en fait quotidienne, hein, c'est-à-dire de tous les gens de nationalité russe qui, par exemple, n'arrivent pas à ouvrir des comptes bancaires comme ils le veulent ou en France, ou qui ont la double nationalité, qui ont des difficultés de cet ordre-là, etc. Donc le problème, c'est quand voilà, c'est ils tiennent tous ces intermédiaires un peu indispensables à la vie moderne, c'est-à-dire les comptes bancaires, etc. Et donc ils peuvent vraiment vous empêcher vous mettre des bâtons dans les roues dans votre quotidien. Voilà. Sans parler après là de l'emprisonnement et autres. Mais plus la situation va se dégrader, vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont enfermé dans des camps les Japonais qui étaient présents sur leur sol. Voilà. Alors que c'était au prétexte de voilà, la lutte contre les impérialistes, c'était censé être les Japonais, mais bon, les Américains, pour autant, ne sont pas gênés d'enfermer des citoyens, des Japonais. Je ne sais pas s'il n'y avait même pas d'ailleurs des gens de nationalité américaine, peut-être aussi. Donc, quand il y a une guerre, il n'y a plus de règles. Et c'est aussi ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, comme eux, ils transgressent les règles au fur et à mesure, ils veulent un prétexte pour vraiment pouvoir ne plus respecter du tout les règles. Марокко, как бывший военный с французско-русским гражданством, стал мишенью в пакете санкций против гибридных угроз России. Считаете ли вы это попыткой ЕС заглушить голоса, критикующие атлантистскую политику по Украине? Et à propos de la situation de Xavier Moreau, il a été inclus dans la liste des sanctions de l'UE à cause de ses activités chez Stratpol et son prétendu relais de la propagande du Kremlin. Constitue-t-il un précédent pour punir ses propres citoyens sans procès? Et comment cela s'inscrit-il dans votre critique de la société ouverte et en tant qu'outil de censure? Oui, effectivement, c'est une mesure inédite, comme je vous disais, qui marque la volonté d'effrayer, hein, comme disaient les Américains hein, pendant la guerre du Golfe, choquer et faire peur. Voilà, donc il y a, je pense, cet aspect-là, pour faire envoyer le message aux gens comme moi même, hein, dire bon, maintenant, c'est bon, tout le monde se tait. Et puis, c'est un précédent juridique, parce qu'effectivement, demain, alors, tous les gens, dès qu'il y aura un pays qui a un problème avec la France, je ne sais pas, par exemple l'Algérie, voilà, tous les gens qui sont franco-algériens, ils peuvent être potentiellement menacés de sanctions, de plus venir en Union européenne. Enfin, donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, ça, c'est effectivement
Et puis surtout, ça vient de décisions qui ne sont plus du tout, oui, qui sont plus du tout nationales et qui montrent qu'on rentre dans cette logique de répression d'un appareil, d'un super État, un pseudo super État européiste, euroglobaliste. Et d'ailleurs, qui après, l'étape d'après, c'est aussi quoi? C'est aussi là, c'est sur des personnalités publiques, mais l'étape d'après, c'est aussi c'est d'envoyer, une fois que vous avez augmenté l'intégration européenne, vous pouvez même envoyer des policiers comment dire, des policiers d'autres pays européens, par exemple, mater la révolte des agriculteurs français, puisqu'on voit que dans les soulèvements de paysans, eh bien, il y a beaucoup de gens qui appellent à sympathiser avec la police, qui essaient de leur parler. Eh bien, l'étape d'après, c'est d'envoyer dans le cadre d'un super État européen des gens qui ne parlent même plus votre langue et puis qui sont payés pour vous réprimer. Donc, oui, c'est la même, c'est une logique d'ensemble. Et précisément, hein, ce que j'avais montré dans mon livre, c'est que la société ouverte, ça n'existe pas en fait, hein. C'est un prétexte pour lutter contre les sociétés homogènes, stables, et contre les souverainetés qui dérangent les grands financiers comme Soros et d'autres, hein, ou toutes ces entités maintenant, type BlackRock et autres. Et d'ailleurs, normalement, enfin, le principe de la société ouverte, c'est soi-disant, de lutter contre toute forme de nationalisme. Évidemment, bon, on voit ce qui s'est passé en Ukraine, c'est au contraire l'exacerbation d'un certain nationalisme et la répression du patriotisme chez les gens du Donbass. Donc, je veux dire, c'est toujours, ce n'est qu'un outil en fait, hein, un prétexte qui vise à détruire les positions de ses ennemis. D'ailleurs, Karl Popper lui-même avait intitulé son livre La société ouverte et ses ennemis. C'est-à-dire, c'est comme si finalement la société ouverte comme principe n'est pas un principe positif, c'est un principe qui s'appuie sur la critique des systèmes traditionnels ou des systèmes politiques, des philosophies politiques et des systèmes politiques conservateurs pour les remplacer par, en fait, au départ, le projet, c'est de les remplacer par la liberté absolue de l'individu, enfin, autant que possible, la liberté de circulation, d'opinion, etc. Mais on voit que, en fait, c'est exactement comme ce qui se passait avec le communisme, c'est la accouche de la chose opposée. Mais c'était prévisible. Enfin, c'est prévisible parce que le fondement de la société ouverte est anthropologiquement faux. C'est un petit peu mais bon, là, ça serait développé un petit peu, c'est peut-être un peu trop long, mais c'est l'idée que finalement l'homme est fondamentalement bon et que c'est la société qui l'empêche d'être un individu libre. Donc il faut enlever tous les carcans qui empêchent l'individu d'être libre. Et en fait, on détruit les sociétés, sauf qu'après, une fois qu'on a détruit tout ce qui faisait une société, et après, on se retrouve avec des ruines comme, comme le communisme, hein, qui a dû assez rapidement, avec Staline, revenir à une forme de réalisme. Eh bien, c'est la même chose, là, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Trump, là, essaye de revenir en arrière parce que c'est allé trop loin dans la déconstruction et à la fin, ça détruit la société même qui se servait de cette société ouverte, de cette idéologie de la société ouverte contre ses ennemis. Donc, à terme, voilà, donc c'est pour ça que l'Europe ne sera jamais une société ouverte parce que ça n'existe pas, mais ça sera un autoritarisme. Et comme le communisme, hein, genre plus on professe, genre c'est comme en France, hein, c'est marqué sur toutes les mairies, liberté, égalité, fraternité. Genre, plus on affiche des slogans comme ça, plus ce sont des slogans, quoi. Genre, c'est pas, c'est dans la réalité, c'est la réalité est presque opposée à ça. Donc, la société ouverte va accoucher ou en tout cas tente d'accoucher de la plus grande forme d'autoritarisme et de communisme que l'histoire ait connue. Et maintenant, comme elle a échoué à répandre ce modèle-là partout, elle se concentre en Europe. Moreau, ancien militaire possédant la double nationalité franco-russe, a été ciblé dans un paquet de sanctions contre les menaces hybrides de la Russie.
Considérez-vous cela comme une tentative de l'UE d'étouffer les voix qui critiquent la politique atlantiste sur l'Ukraine? Oui, bah, oui, tout à fait. C'est ce que je viens de vous expliquer. Oui, et en fait, c'est l'un des buts, c'est ça, c'est d'effrayer les dissidents en France. Et puis, effectivement, l'autre, c'est de montrer qu'il ne peut. En fait, quand un discours dérange, eh bien, on le supprime. Parce que pourquoi on le supprime? C'est ce qu'a expliqué très bien Xavier Moreau lui-même. Comme en fait les faits lui donnent raison, ou Jacques Beau aussi. Ça fait, je veux dire, depuis maintenant 2022-2023 que Xavier explique que la Russie va gagner. Et c'est ce qui est en train de se passer sur le théâtre d'opération. Donc c'est problématique pour tous les grands stratèges, tous les grands. Alors pour les stratèges, les propagandistes, les politiques, les médias, enfin tous les gens qui ont vendu euh, la guerre en Ukraine avec la Russie comme quelque chose, voilà, qui allait, c'est bon, la Russie va s'effondrer. Etc. Donc en fait, le problème c'est que son analyse s'avère, en tout cas sur le côté militaire, s'avère juste. Donc, ben, impossible. Impossible que, je dirais, impossible que le parti se soit trompé. C'est pas possible. La réalité ne peut pas être plus forte que notre idéologie. Donc, il faut supprimer, vous savez, comme on dit en français, on dit c'est casser le thermomètre. Voilà, il donne la température. Il vaut mieux casser le thermomètre, au moins on ne saura pas, on n'aura pas de retour de la réalité. Mais en fait, c'est très dangereux de faire ça parce qu'effectivement, ça marche que très peu de temps parce que le réel revient toujours. Спасибо большое за интервью. Была рада пообщаться. Merci beaucoup Ah bah, pour écoutez, l'interview. bah, merci beaucoup à vous. Hein, merci pour ce travail. Donc, bonne soirée. Merci. Et puis, passez de bonnes fêtes aussi. Au revoir. Bonne Au fête. revoir.